L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour et bienvenue sur Instant Cannes pour ce numéro d'Instant de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023. Je suis en plateau avec Maël Leroux-Belou. Maël, bonjour. Bonjour Colombe, bonjour à tous nos internautes. Contente de te revoir. Moi, ça fait un plaisir de venir. Je suis également en plateau avec Serge Reynaud. Serge, bonjour. Bonjour Colombe, bonjour aux amis internautes. Pourquoi le nom m'échappe? Carles Kitome, bonjour. Bonjour Colombe, bonjour Serge, bonjour Leroux. Bonjour Carles. Un plaisir de vous revoir tous. Le plaisir est partagé. Alors, nous sommes aux portes des quarts de finale, mais avant de parler des affiches des quarts de finale, on va faire le bilan à mi-parcours. Alors, Maël, quel est le bilan qu'on peut faire à mi-parcours de cette Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023? Le premier bilan à mi-parcours de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est déjà les grosses équipes déjà out. Déjà, soit en groupe, soit lors des huitièmes de finale. Oui. Donc, il faut déjà remarquer ça. Il faut aussi remarquer que l'hégémonie des nations africaines dites puissantes ou dites qui ont un gros CV dans le football, qui est en train de se déliter petit à petit, qui est en train de s'effondrer. L'ascension fulgurante des nations qu'on n'attendait pas forcément. Il y a des exemples. Il y a le Cap-Vert, l'Angola, la Mauritanie aussi qui a fait un parcours honorable. Il y a aussi cette CAN-là qui est très prolifique en buts. Il y a eu beaucoup de buts marqués. Dans l'ensemble, c'est une CAN avec une visibilité qui est remarquable. La Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands plats. Il y a eu toute la médiatisation autour. Il y a aussi le lot de limogeage qu'on a connu. Donc, il y a vraiment beaucoup de points sur lesquels on peut revenir sur cette CAN-là. Mais en gros, on peut parler d'un bilan satisfaisant. Il n'y a pas vraiment eu de gros dérapages. Il n'y a pas vraiment eu de gros incidents à noter dans l'ensemble. La compétition suit son cours, à part les quelques surprises. Comme on l'a dit, c'est la CAN de la surprise. Donc, on peut noter un peu les événements qu'on peut noter. Carles Kitome, peut-être avec ça, le vœu du président de la CAF, Patrice Motsepe, qui disait en tant que, peut-être dans un futur très proche, on aura une équipe africaine championne du monde. Ça peut se réaliser à cette allure-là? Je crois que nous sommes en train de réduire l'écart qu'il y a entre les plus grandes nations et nos pays en matière de football. Vous avez vu, l'équipe qui a été l'équipe africaine la plus performante à la Coupe du Monde a déjà été éliminée très tôt. Ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui sont déjà arrivés à son niveau. Et si le travail continue, ça veut dire que nous pouvons être beaucoup plus performants. Et il faut remarquer que le Maroc, c'est quand même un pays où le championnat est régulier. Il est stable, ils ont des clubs qui réalisent de bonnes performances sur le plan continental. Ils ont beaucoup de joueurs qui jouent aussi à l'étranger. Beaucoup qui sont à l'étranger, ils ont des installations pour. Malgré ça, ils se sont fait accrocher par des nations qui ne sont pas aussi bien structurées. Ça veut dire que nous avançons progressivement vers le sommet. En plus de ça, il faut remarquer que la plupart des pays qui sont encore en lice, c'est des pays où le championnat est plus ou moins régulier. À un pays près, dans tous ces pays, depuis une dizaine d'années,
le championnat est régulier, il y a les stades et leurs clubs se font remarquer sur le plan continental. Quand nous prenons le Nigeria, il y a Enyimba qui est toujours bien, il y a Enugu, il y a beaucoup de clubs qui se font remarquer sur le plan continental. Du niveau de l'Angola, on a Petro qui est toujours là. Et au niveau de la RDC, ils ont Vita Club, ils ont le TP Mazembe qui est presque tout le temps en finale. Exactement. La Guinée ne va pas aussi loin, mais font toujours partie des nations qui avaient un certain niveau. Ils vont dans les poules, dans les compétitions. Le Mali, c'est seulement au Mali que ça tangue un peu. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a assez qui va souvent très très loin, qui vient nous éliminer généralement ici au Bénin. Quel que soit ce qu'on fait, on n'arrive jamais à bout de cet assez. Entre parenthèses, peut-être le Bénin aussi pourrait faire. Oui, non, mais pour le moment, je vais dire, vous voyez, les Sud-Africains vont toujours très loin. Tous ces pays qui sont là, et à part le Cap-Vert qu'on ne voit pas, et c'est ces pays que nous voyons là aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que l'organisation interne influe beaucoup sur la qualité du football au niveau des sélections. Et à notre niveau, si nous arrivons quand même à faire souffrir ces pays, parce que de tous ces pays, nous avons rencontré la plupart de ces pays et personne ne nous a laminé, personne ne nous a écrasé. Même ce qu'on a fait à Côte d'Ivoire, on n'a pas pu nous faire ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas très loin de la chose. Il nous manque un peu de formation, un peu d'organisation, un peu de sérieux. Et nous pouvons aussi être proches de tout cela. De détermination. Non, les joueurs sont déterminés, mais c'est l'organisation qui pêche à mon niveau. À mon avis. C'est l'organisation qui pêche. Oui. Ça, c'est entre parenthèses, ça ne concerne pas la CAN. Est-ce que vous pensez que le Bénin pourrait se qualifier pour la Coupe du Monde? Quand on voit l'Afrique du Sud, le jeu de l'Afrique du Sud, puisque notre premier match, c'est face à l'Afrique du Sud. Bon, il faut dire qu'on doit se mettre au sérieux. Bien vrai qu'il y a plus de petites nations, mais ces équipes-là dont on parle aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de petites nations. C'est un travail de fond qui a été fait au niveau de ces différents staffs-là, la détection des talents, la formation des entraîneurs. Il faut aller détecter les talents, les centres de formation qui sont d'ailleurs nombreux dans ces différents pays-là. Au Bénin, on a quel centre de formation? Combien de joueurs on forme par an? Combien de joueurs on forme par an? Et puis nos expatriés, comment ils se comportent là-bas? Ils sont dans quel club, dans quelle équipe? Ils jouent quel championnat? Il faut voir tout cela. Le Bénin est qualifié pour le mondial, c'est un rêve et c'est l'objectif de gagner notre rôle. On attend de voir parce que quand on voit la performance de ces différentes équipes qu'on va affronter dans les jours à venir et on voit les performances de nos différents joueurs qui jouent actuellement à qui on va faire appel. Je prends par exemple Jodel Dessous, quel est son niveau actuel? Alagbe, quel est son niveau actuel? Il joue à quel poste? Actuellement, nos différents guépards sont souvent sur le banc, sont souvent des remplaçants. Certains ne sont même pas sur les listes des différents championnats. Ils viennent seulement pour combler les vides. Donc, moi, j'ai peur pour les guépards du Bénin, à moins que il y a un miracle. Qu'il y ait un miracle. Alors, les matchs démarrent demain et la première affiche, c'est entre les Super Eagles qui sont à leur 11e quart de finale face à l'Angola qui est à sa 3e, si j'ai bonne mémoire. Oui. Voilà. Pour vous, lequel des deux équipes part favori? Il faut dire que le Nigeria se réveille tardivement, le Nigeria monte en puissance. L'Angola a bien démarré sa CAN, l'Angola ne laisse rien sur son chemin. Le Nigeria qui est actuellement, qui n'a pas encaissé beaucoup de buts, un seul but, voilà, et la meilleure défense. Mais face aux Angolais, qui ont une très belle attaque. Voilà, les Angolais qui ont une très belle attaque, il faut dire, avec les attaquants qui sont féroces, qui veulent aller très loin dans cette CAN. Moi, j'ai peur pour le Nigeria, à moins que le Nigeria qui joue physique, qui va compter sur Victor Osimhen, qui court dans tous les sens, il faut le dire, qui a du mal à retrouver le chemin des filets depuis le début de cette CAN. Peut-être Victor Osimhen peut se réveiller. L'Angola, qui n'a jamais gagné une CAN dans son histoire. Le Nigeria, qui a déjà gagné 2 CAN, je crois. Je crois que l'Angola peut titiller, comme cette CAN, c'est une CAN des surprises. L'Angola va titiller fort le Nigeria. L'Angola va titiller fort le Nigeria, mais quelles sont les forces et faiblesses, à part ce que Serge vient de relever, quelles sont les forces et faiblesses que ces deux équipes-là qu'on peut relever? Pour les forces, le Nigeria, déjà, c'est une défense qui est très bien assise. Ils ont des joueurs qui ont de l'expérience. Ils ont des joueurs qui évoluent peut-être dans des championnats un peu plus relevés que les joueurs angolais. Ils ont des joueurs d'expérience. Vous avez Victor Osimhen, vous avez Lookman Ademola, vous avez des joueurs même qui n'ont pas encore fait leur apparition dans cette
Coupe d'Afrique des Nations, des Nessi et Nacho qui sont encore sur le banc. Oui. Vous sentez la constance dans cette équipe nigériane. Au début, j'avais un peu de doute sur cette équipe nigériane parce que cette équipe nigériane, elle joue un peu contre elle-même. Vous voyez une équipe nigériane qui a de superbes atouts, qui a des joueurs offensifs, qui a plein de talents, mais qui défensivement a péché par le passé. Dans la récupération du ballon, c'est comme si quand on perdait le ballon du côté du Nigeria, on ne faisait pas les efforts ensemble. Mais on a constaté que depuis le début de la compétition, c'est différent. L'équipe nigériane joue avec un groupe plus soudé et les joueurs jouent vers l'avant. Et même si ce n'est pas une attaque tout feu, tout flamme comme on pourrait l'espérer, ils ont quand même une constance, un jeu solide. Et je pense que défensivement, ils sont assez solides. Donc, sur ce point-là, le Nigeria a de la valeur à revendre. Quelque part, la faiblesse du Nigeria, ce serait peut-être de trop se reposer sur sa solidité défensive et ne pas être très efficace devant. C'est vrai que depuis le début de la compétition, Osimhen n'a pas marqué. Il a marqué un seul but. Après, il y a eu le 1-0. Il y a eu le 2-0 en quart, en huitième de finale. Donc, on sent que l'équipe nigériane devant, ce n'est pas encore aussi flamboyant qu'on l'attend. Il faut aussi dire que le Niger est chanceux. Hein. C'est un but contre son camp qui les a permis d'être en huitième de finale. Oui. Et en huitième de finale, ils ont battu... Ils ont gagné leur huitième de finale 2-0. Maintenant, l'Angola qui est une équipe joueuse. En face, c'est une équipe qui est joueuse, une équipe qui a une belle force offensive, un trio d'attaque qui est séduisant d'ailleurs. Gelson Dalla qui est très bien dans ce tournoi, c'est un joueur qui me plaît. Il fait partie des top 3 players que j'ai notés depuis le début de la compétition. Donc, l'Angola peut se prévaloir d'avoir cette force d'attaque-là. Le Nigeria peut se prévaloir d'avoir une solidité défensive. Donc, c'est comme le duel de guerriers. C'est comme le dôme de fer contre l'attaque des Titans qui vient pour casser le dôme de fer des Nigérians. Donc attention, pour les faiblesses, je pense que le Nigeria, elle est sa propre faiblesse. C'est comme si le Nigeria peut présenter plusieurs visages dans cette compétition. Elle peut toutefois être aussi solide défensivement et ne pas être très offensif devant. L'Angola, c'est vrai que l'Angola a été très solide dans ces matchs. Oui. Il y a eu beaucoup de buts marqués par les Angolais. Peut-être la faiblesse des Angolais, ce serait de beaucoup attaquer et de laisser peut-être des espaces derrière pour des joueurs comme Osimhen, des Samuel Chukwueze, des Moïse Simon qui vont très vite sur les côtés. Donc attention sur les flancs, ça va être un peu risqué pour les Angolais. Attention à ne pas se faire prendre par ces Nigériens-là qui jouent avec l'expérience depuis le début de la compétition. Alors pour vous, Carles Kitome, avoir ses forces et faiblesses, pour vous, entre ces deux équipes, Nigeria-Angola, qui pourrait remporter la partie? Le jeu va se faire au milieu de terrain. Celui qui va gagner la bataille du milieu de terrain va remporter le gain de cette partie. Et pour le moment, c'est le milieu angolais qui est beaucoup plus en jambes, ce qui fait que le jeu est fluide, la circulation de balles est normale, alors que le Nigeria a pris pour habitude de sauter le milieu de terrain, de jouer très loin pour ses attaquants qui vont très vite devant. Et si demain, ils n'arrivent pas à être constants au milieu de terrain, ils auront beaucoup de problèmes. C'est vrai que c'est solide derrière, mais quand les autres viennent avec le bloc équipe qui fait bien circuler la balle, et quelle que soit la solidité de la défense, elle finit toujours par tomber. Elle finit pas tomber. De là, il faut que les Angolais aussi soient vraiment présents derrière. Parce qu'avec les flèches nigérianes, s'ils ne sont pas présents derrière, ça va être un peu compliqué pour eux. Mais jusque-là, ils ont montré vraiment ce qui nous montre est beau. Ils arrivent à réussir sur tous les plans. Et donc, pour le moment, je crois que s'ils continuent de jouer comme ça et que leur milieu fonctionne, ils pourront surprendre les Nigériens. Donc, pour vous, vous partez favori pour l'Angola? Oui, à la lecture du jeu, dans le jeu, je vois l'Angola est favori. Mais à l'expérience, le Nigeria est largement devant l'Angola. Avec cette canne des surprises? Peut-être qu'il y aura une surprise demain. Mais je crois que ce sera le plus beau match des quarts de finale. Hein. Quand je vois l'opposition tactique et les feuilles de match, à mon avis, ce serait le plus beau des quarts de finale. Alors, Carles, la deuxième affiche à 21h, RD. Congo et Guinée. Oui. Oui, là, c'est également un autre jeu. Entre ces deux équipes, c'est que la Guinée derrière, ça tient très bon.
derrière et au milieu, c'est bon, ça tient correctement. C'est vrai qu'il qu'il y a des moments... Ils ont pris 3 buts. Non, bon, ils ont des moments de faiblesse. Ouais. Sinon, derrière et au milieu, ça va. C'est devant qu'ils n'arrivent pas à bien marquer des buts. S'ils avaient pu marquer des buts, même en encaissant, ils auraient pu quand même revenir au score à chaque fois. Mais ils n'arrivent pas à marquer des buts. La RDC... Derrière aussi, ça flotte un peu, mais au milieu et devant, c'est très bien fait. La RDC souffre vraiment d'un problème d'efficacité offensive. C'est ça. Parce qu'il faut le souligner. Ils sont vifs, ils font tout, mais ils n'arrivent pas à marquer. Il y a eu au moins 30 tirs de la RDC, et il y a eu un seul but. Et donc, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont finir au tir au but parce que toutes les deux équipes ont du mal à marquer. Aussi bien la RDC que la Guinée ont du mal à marquer, mais la défense de la Guinée relativement tient un peu mieux que celle de la RDC parce que la RDC c'est beau mais on ne sait pas ce qui se passe et pour que cette défense soit prise à défaut. C'est une équipe très équilibrée. Il n'y a que lui, donc lui dès qu'il y a un petit truc à son niveau il y a le feu dans la maison. Jusque là, il a rien à mettre mais bon. Jusque là la RDC a tenu la baraque. Oui. Jusque là la RDC montre aussi de belles choses. Ils ont réussi à éliminer l'Égypte, ce qui n'est pas rien. Oui. Donc, la Guinée aussi qui a sorti une flamboyante équipe de la Guinée équatoriale, même si dans les dernières minutes du match. Donc, ça fait une opposition de style entre deux équipes qui veulent prouver encore qu'elles ont encore des choses à montrer durant le long de la compétition. Kaba Diawara, qui vient avec cette Guinée-là, l'édition précédente qui est sortie en 8e de finale, cette année, ils sont en quart de finale. C'est déjà un pas vers l'avant. Ils ont envie de continuer. Je sais que Serhou Guirassy n'a pas encore été à la hauteur des espérances. C'est vrai qu'il était blessé. Il a joué un match en dents de scie lors du 3e match. Après, contre le quart de finale et le 8e de finale contre la Guinée équatoriale, c'était pas aussi terrible. Il a fallu le but de Mohamed Bayo. Non, mais il faut qu'il soit bien accompagné pour être efficace. Mais pour le moment, il n'a pas celui qui va le mettre en bonne position. Non, c'est vrai que l'équipe guinéenne a des joueurs intéressants. Vous avez Naby Keïta. Il y a beaucoup de joueurs qui sont ne manquent pas grand-chose. Naby Keïta qui est souvent sur le banc. C'est la baisse de forme. Il faut comprendre aussi qu'il revient d'une blessure. Et il y a aussi que le terrain guinéen n'est pas si huilé que ça. C'est justement le problème. Il ne trouve pas rapidement les bonnes positions pour peut-être donner de bons ballons à Serhou Guirassy ou Mohamed Bayo. Dans le sens opposé, vous avez une équipe des Léopards qui a beaucoup de joueurs à vocation offensive qui sont d'ailleurs intéressants. Cédric Bakambu, on sent que ça pêche devant les buts. Vous avez Simon Banza aussi. Chancel aussi. Chancel Mbemba, c'est qui monte généralement surtout sur les coups de pied arrêtés. Vous avez une attaque de la RDC qui pêche. Donc on sent que qui est rapide, qui bouge beaucoup, mais qui n'est pas efficace. Ils ne sont pas efficaces et c'est dans des compétitions où vous avez besoin d'être efficace, vous avez besoin de porter le coup de poignard à votre adversaire. Il faut des attaquants qui sont cliniques. Et franchement, là, moi, je ne sens pas cette équipe de la RDC avoir des attaquants cliniques. Ce qui n'est pas le cas de la Guinée. Le Sili national, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup marqué, mais ils ont des attaquants qui savent être présents. Et ça, c'est un facteur sur lequel il va falloir beaucoup jouer. Parce que si vous avez un Serhou Guirassy qui trouve une demi-occasion, vous avez un but. Il suffit qu'il soit bien servi. Vous avez une demi-occasion, Serhou Guirassy ou Mohamed Bayo, vous avez un but. Or, dans le sens opposé, vous avez des attaquants congolais qui font beaucoup. Ils bougent beaucoup, il y a de la créativité devant, mais ça ne cadre pas ou ça manque d'efficacité. Donc, attention à cette équipe congolaise. Si derrière, il y a des errements, l'attaque guinéenne peut planter un coup de poignard rapidement. Devant, attention à la RDC aussi, s'ils se réveillent peut-être et qu'ils mettent l'efficacité de leur côté. Si Chancel Mbemba est vraiment en forme, ça apporte parce que il intervient aussi bien derrière, il appuie le milieu, c'est lui qui lance bien la balle et il se propose encore pour mettre des buts. Donc à chaque fois, c'est bien, mais vous ne pouvez pas en tant qu'équipe nationale où vous avez 11 joueurs, vous reposer sur le faire valoir d'un seul gars. La RDC qui a une série un peu bizarre, 7 matchs sans victoire, je crois que ça sera le moment pour la RD Congo
Congo d'aller chercher une victoire dans cette CAN et affronter la Guinée. Je crois que les joueurs seront très heureux d'affronter la Guinée qui ne va pas trop leur poser de problème. Parce que quand vous tenez tête aux demi-finalistes du mondial, que vous sortez au tir au but et vous rencontrez une Guinée qui ne va pas trop vous poser de problème, c'est vrai que c'est une CAN des surprises. Oui. Tout peut arriver, c'est le football, mais je vois vraiment la RD Congo passer devant la Guinée. Si la RDC se décide à être vraiment conquérante devant, aujourd'hui, elle peut poser des problèmes. Mais si aujourd'hui, on ne décide plus de rien. C'est vrai qu'on ne décide de rien. Non, mais si les attaquants congolais sont efficaces, et très réalistes. Oui, voilà, c'est ce que je soulignais, qu'ils réveillent leur efficacité. Si l'efficacité des attaquants congolais n'est pas au rendez-vous, je ne vois pas comment ils peuvent éliminer cette Guinée-là. Alors que dans le sens contraire, vous avez une équipe guinéenne qui a des joueurs intéressants et qui peut vous marquer un but à tout moment. La belle preuve contre la Guinée équatoriale. La Guinée, oui, à la 98e minute, vous avez un centre et vous avez un Mohamed Bayo qui vous place une tête. Ça, c'est des faits sur lesquels il faut dormir sur ses lauriers. Oui, la Guinée ne va pas dormir sur ses lauriers. C'est clair la Guinée a fini sa compétition. Tout le reste, c'est des bonus. Donc, ils sont heureux d'être là. Ils vont s'y donner à fond. Ce n'est pas du bonus. Kaba Diawara voulait voir cette équipe aller loin. Elle voulait le voir loin, mais elle, au début de la compétition, ils n'ont pas rêvé d'être là. Même en 8e, déjà, ils étaient très heureux de passer. D'arriver au quart de finale. Donc, ils sont libres. Ils vont jouer très libre. C'est un avantage pour eux. Qui est en conférence de presse, j'ai lu en conférence de presse qui dit qu'ils vont renvoyer la RD Congo à la maison avec Chicotte. Mais je me suis dit, peut-être, il a analysé les vidéos de cette équipe congolaise et il connaît déjà la tactique qu'il faut mettre en place. La tactique qu'il faut mettre en place, les forces et les faiblesses de cette équipe. Mais c'est réciproque. Mais attention, derrière ça, la RD Congo aussi va mettre en place sa machine. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les deux équipes n'ont pas beaucoup marqué durant la compétition. Si je fais le bilan des buts marqués, oui, des matchs nuls. Des matchs nuls. Et seule la Guinée a pu gagner un match. C'était contre la Gambie. À part ça, il y a eu la défaite contre le Sénégal. Oui. Le match nul contre le Cameroun et aussi, j'allais oublier de le souligner, la victoire contre la Guinée équatoriale. Pour la RD Congo, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est 7 matchs sans victoire. Il y a eu beaucoup de matchs nuls. Il y a eu une équipe qui essaie de proposer du jeu, mais qui reste un peu brouillonne dans la finition. Qui joue un peu, beaucoup de physique aussi. Oui, le physique aussi pour permettre à ces joueurs qui ont une certaine capacité à s'adapter. Parce que le volume du jeu de la RDC, c'est vrai que vous avez des joueurs qui imposent le défi physique. Oui. Mais au milieu de terrain, avec les Guinéens, si vous avez Naby Keita sous de meilleurs auspices, vous avez un Moriba Kourouma qui s'est blessé malheureusement, qui n'a pas pu disputer le 8e de finale. C'est un joueur, depuis le début de la compétition, c'est vrai qu'il essaie d'apporter, qu'il est très présent au milieu de terrain. J'espère que Kaba Diawara va le récupérer, il va pouvoir utiliser ce joueur-là à bon escient contre la RDC. Et donc, conclusion pour ce match-là. Après 90 minutes. Après 90 minutes. On saura. Attention pour les deux équipes, la Guinée peut se réveiller à tout moment. Et la RDC doit aussi tenir compte du fait que devant elle, il faut que la RDC marquer des buts pour gagner. Alors, il ne faut pas attendre la dernière seconde. Hein. Voilà, il ne faut pas attendre. Et aussi, on ne veut pas aussi peut-être tirer sur la corde et se retrouver avec des matchs, avec des prolongations et des tirs au but. Alors, samedi, on aura le Mali face au pays hôte, la Côte d'Ivoire. Mais avant de parler de cette rencontre-là, chers internautes, je vous invite à suivre Salomon Kalou, champion d'Afrique 2015, qui s'exprime sur l'organisation de cette CAN 2023 à 24 équipes, la qualification des Ivoiriens et ce qui fera, selon lui, la différence pendant ce match-là entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ben, c'est une très belle compétition. Les gens ici ont l'habitude de dire que c'est la meilleure compétition que la CAF ait organisée, la meilleure compétition, la meilleure CAN de tous les temps. Donc au niveau du jeu, on a vu de très beaux matchs. Au niveau du stade, on a vu de belles pelouses. Les supporters, les fans, ils ont vraiment joué le jeu à fond. Et c'est une belle compétition. Je pense que maintenant on va voir si la Côte d'Ivoire va jusqu'au bout, mais c'est ce qu'on espère en tout cas. Est-ce que c'est ça qui a été la clé justement, le caractère? Je ne dirais pas que ça a été la clé, je dirais juste que c'était une prise de conscience pour les joueurs. Ils étaient mis en face de leurs responsabilités. On peut beau dire quand ça ne marche pas, c'est toujours la faute du coach. Maintenant, quand on change de coach et que le prochain match arrive, on a besoin de réaction des joueurs. Après, ils ont bien réagi.
ils ont montré qu'ils avaient le niveau et contre une très très grande équipe que le Sénégal. Donc voilà, ça reste une bonne équipe de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est pas le fait qu'on ait perdu contre la Guinée équatoriale, ça arrive, c'est des matchs à piège parce que tu es favori, tout le monde te dit que tu vas gagner et tu prends un but, après tu prends un deuxième, c'est des situations de jeu qui arrivent. Mais la Côte d'Ivoire reste une bonne équipe. Qu'est-ce qui va faire la différence contre le Mali selon vous? L'expérience. L'expérience de l'équipe de la Côte d'Ivoire. On a l'expérience de jouer les grandes compétitions et d'aller très loin dans les grandes compétitions. Et donc le Mali n'a pas cette expérience-là. Et donc je pense qu'il faudra qu'on utilise plus cette expérience-là parce que c'est des jeunes joueurs et ils n'ont jamais vraiment joué à un niveau de la CAN, un quart de finale. Retour en plateau, Mali, Côte d'Ivoire, Carles Kitome. Le Mali qui vient de très loin depuis 2013. Pour vous, qui des deux équipes pourrait sortir son épingle du jeu? J'ai peur de faire un pronostic. Parce que là-bas, il y aura une bataille sur plusieurs fronts. Et c'est d'abord psychologique. Oui. Ces deux pays sont des pays limitrophes. Il y a de grandes rivalités sur le plan sportif, sur le plan politique, sur tous les plans. Donc, nous aurons un match plein. Les gars vont se battre comme des soldats et ça va être très beau. L'essentiel, c'est que ça ne dégénère pas. Mais pour Carles, un match plein. Ouais, le match sera plein. Déjà que la Côte d'Ivoire revient de loin. Elle aussi, elle a traversé l'enfer. Et comme Winston Churchill le dit, si vous traversez l'enfer, ne vous arrêtez pas, continuez. Donc la Côte d'Ivoire a continué. Le salut est venu avec cette victoire-là contre le Sénégal, la victoire de tout un peuple. Contre le Mali, ça sera aussi un autre défi. Ce sera une nouvelle occasion pour les éléphants de prouver qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment ressuscités. Mais face à cette équipe malienne, là, attention. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment proposé un jeu depuis le début de la compétition. Le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau, c'était pas vraiment si séduisant. On est resté un peu sur notre faim. Il y a eu la défaite contre le Nigeria, la claque contre la Guinée équatoriale. Le seul match où on a vu un peu de produits, c'est Côte d'Ivoire-Sénégal. Oui, Côte d'Ivoire-Sénégal, parce qu'il y avait un réveil, il y avait la volonté de prouver. Et les cadors qui étaient sur le terrain. Donc pour Emers Faye, le nouveau défi sera aussi de remobiliser ses troupes. Et il y a aussi le retour de Sébastien Haller. Ça, c'est un fait qu'il faut noter. Il y a aussi que Emers Faye a su trouver la transition entre les cadors, les anciens qui sont sur le banc et les nouveaux. Il a su remettre un nouveau système en place avec de nouveaux joueurs, avoir à sortir Franck Kessié, capitaine, et le mettre sur le banc. Ça, c'est aussi une décision majeure qu'il faut saluer. Donc, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Donc, c'est clair que Emers Faye veut imposer sa patte. C'est clair que Emers Faye veut montrer que c'est lui le patron, c'est lui le boss. Il doit dire un peu à ses joueurs, les gars, après ce que vous avez fait en 8e de finale, c'est possible pour vous de continuer et de faire toujours de belles choses. Donc, il faut proposer, il faut remettre en place une équipe solide. C'est vrai qu'avec le retour de Sébastien Haller, ça va proposer une nouvelle formule de jeu. Ça va proposer une nouvelle dimension à ces Ivoiriens-là qui pourront jouer sur le jeu long, pourront utiliser la taille de Sébastien Haller sur les déviations et utiliser Nicolas Pepe en feu sur les côtés. En face, une équipe malienne, vous avez aussi de très bons joueurs intéressants. L'équipe malienne aussi n'a pas été aussi flamboyante, mais elle a aussi montré qu'elle sait être redoutable. Voilà. Donc, attention à la Côte d'Ivoire aussi, qui peut se prendre, qui peut-être n'est pas encore sorti de tous ces démons, qui n'a pas encore enterré ces démons, qui peut replonger si le match prend une autre tournure. Donc, ce sera un match plein, ce sera un match intense, ce sera un match où les deux équipes auront à cœur de vraiment prouver qu'elles veulent continuer, parce que après les quarts de finale, vous avez les demi-finales. Et je pense que la dernière fois où la Côte d'Ivoire a disputé les demi-finales, c'était en 2015, lors de la victoire de la Côte d'Ivoire en 2015. Donc, une équipe ivoirienne qui aura à cœur de continuer dans le tournoi. Serge, Mali, Côte d'Ivoire, pour vous? Bon, Mali, Côte d'Ivoire, pour moi, je crois que c'est l'heure pour la Côte d'Ivoire de finir avec ses miracles. Une équipe vraiment miraculeuse au cours de cette CAN, humiliée, ressuscitée, puis un autre miracle face à... Peut-être que pour faire de grandes choses, il faut face au Sénégal. Maintenant, face à une équipe malienne très déterminante, il faut le dire,
déterminante qui a battu le Burkina Faso 2-1, la Côte d'Ivoire, malgré ses cas de l'occasion de retour, Mas, Gradel, Haller, qui vont jouer, Seko Fofana qui joue déjà. Je crois que la Côte d'Ivoire a déjà démonté plusieurs styles de jeu dans cette CAN. Est-ce que ça va continuer ainsi ou bien on va encore vouloir chercher à imposer nos systèmes de jeu, nos styles de jeu, alors que le Mali qui a déjà son système de jeu, le Mali va créer beaucoup de difficultés à la Côte d'Ivoire. Le Mali va leur causer beaucoup de difficultés et la Côte d'Ivoire qui va vouloir jouer un tiki-kata comme l'équipe l'a fait face au Sénégal pour déjouer les pronostics des Sénégalais. Mais là dans la mesure de ce match-là, c'est deux équipes qui ne partent pas vraiment favorites sur le papier. Mais il doit y avoir un gagnant, un perdant. Vous avez le match contre le Sénégal. La Côte d'Ivoire venait en tant qu'outsider. Contre le Sénégal, c'était le Sénégal qui était favori. Donc on s'attendait, les Ivoiriens s'attendaient à ce que le Sénégal fasse le jeu. Là, contre le Mali, ils n'auront vraiment pas d'excuses. Okay. Voilà, il faut beaucoup jouer, il faut marquer 2 buts. Et s'il reste dans cette dynamique-là, à ne pas proposer du jeu. La clé de ce match pour la Côte d'Ivoire va exister dans la force physique de ces cadres qui sont revenus. Ils ont prouvé sur un match. Est-ce qu'ils auront la force physique de répéter le même effort? S'ils peuvent le faire, le Mali aura beaucoup de problèmes sur le terrain parce qu'ils pourront alterner aussi bien le jeu long que le jeu court. Parce qu'ils auront à l'air devant et au milieu, si Gradel peut faire le jeu tenu physiquement, ça veut dire que aussi bien, tout pourra marcher, pour pouvoir alterner le jeu et là ils pourront vraiment surprendre les Maliens. Mais si ces cadres n'arrivent pas à tenir le jeu physiquement, ça va être très très très, très compliqué pour la perf au milieu de terrain. Donc c'est là où tout va se jouer. Par contre, pour le Mali, on sait comment ils jouent, ils vont bien jouer, ils vont tout faire. Et bon, ils ont un certain équilibre. C'est vrai qu'ils ne sont pas flamboyants, mais ils sont efficaces. Et ils jouent juste. Ils jouent juste et il n'y a pas de fantaisie. Ils jouent vraiment juste et puis ils se limitent à ça. Ils veulent juste faire le résultat. Mais cette Côte d'Ivoire qui a joué face au Sénégal, si ils ont la même détermination et que les joueurs répondent physiquement, je crois que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances de passer. Quand vous parlez alors, de défi la physique, dernière rencontre, si vous permettez, si vous parlez de défi physique, il faut rappeler aussi que la Côte d'Ivoire a joué très prolongation. Non, mais justement, oui. Et attention à la fraîcheur physique, parce que le Mali sort d'un match où le Mali s'est imposé en 90 minutes. Et en face, vous avez une équipe ivoirienne qui arrive peut-être un peu cramée, un peu juste physiquement. Alors, on va parler de la dernière rencontre très rapidement, Cap-Vert, Afrique du Sud. Qui des deux équipes avec cette équipe capverdienne qui ne cesse de nous éblouir. Moi, je vois l'Afrique du Sud avec un certain Persitao, mais qui a du rythme dans les pieds, mais qui a du mal, qui a beaucoup de difficultés face au but. Cap-Vert, bon, moi je vois l'Afrique du Sud passer. L'Afrique du Sud passer. Ouais. Okay. Moi, je ne vais pas me risquer un pronostic parce que le Cap-Vert nous montre de toutes les couleurs. Non, le Cap-Vert nous montre ce à quoi on ne s'attend pas. C'est l'équipe qui surprend tout le monde, qui bat tout le monde. C'est fort ce que le Cap-Vert nous propose. Et l'Afrique du Sud, on connaît, il joue très bien. Mais ce n'est pas l'Afrique du Sud qui surprend cette année. Ce n'est pas son année. L'Afrique du Sud fait beaucoup. Donc, si le Cap-Vert reste dans la bonne dynamique, le Cap-Vert va battre l'Afrique du Sud. Mais nous ne savons pas, ça va se jouer sur le plan mental. Si ces joueurs sont trop euphoriques, ça veut dire que en fait, le ballon va se dégonfler tout de suite. Mais s'ils restent dans la même concentration, avec la même envie, je vois que l'Afrique du Sud aura du mal à tenir face à eux. Malgré tout ce qui pourrait se faire, tout cela, ça va être compliqué parce que les autres sont dans une dynamique et moralement, ils sont très forts. Ils sont en confiance tout leur match cette année. Donc, s'ils ne se font pas surprendre en début de jeu, moi, je leur donne le gain de cette partie. Ah ouais. Maël? L'équipe capverdienne, c'est vrai qu'elle a un jeu très séduisant. C'est vrai qu'elle n'est pas là par hasard. Elle a fait du chemin. Elle a progressé. L'équipe capverdienne a progressé sur ces dernières années. C'est un résultat qu'il faut saluer. Son quart de finale, c'est une très très belle progression pour ces requins bleus-là. Mais attention à une équipe sud-africaine qui vient de sortir le Maroc et qui a engrangé de la confiance. Et après la victoire contre le Maroc, cette équipe sud-africaine vient avec une certitude. Tout à fait. Et le Cap-Vert, c'est vrai qu'ils ont un beau jeu, ils jouent très bien, balle au pied, ça va. Mais l'équipe sud-africaine va imposer un défi physique au Cap-Vert. Attention au défi physique, si les Cap-Verdiens n'arrivent pas à répondre physiquement aux Sud-Africains,
ça va être la clé du match. Et je pense que c'est vrai que le Cap-Vert, si le Cap-Vert joue dans une dynamique où elle attend que l'Afrique du Sud fasse le jeu, non. Je suis sûr que durant le match, c'est le Cap-Vert qui va faire le jeu. Ils ont intérêt à faire le jeu, mais ils ont intérêt aussi à très bien se tenir derrière. Parce que l'Afrique du Sud, quand elle va se présenter devant les filets capverdiens, quand ils auront la moindre occasion, ils vont cadrer et marquer. Et moi, je vois très bien cette équipe sud-africaine jouer un mauvais tour au Cap-Verdien. Alors, on va dire bon match à toutes ces équipes-là qui sont qualifiées et surtout que le fair play règne sur le terrain. C'est tout pour Instant CAN d'aujourd'hui. Merci et à très bientôt. I'm on,